Moi, je me sens un peu comme la personne qui est sur l'autoroute, qui fait les drapeaux et dit conservez un peu parce que c'est très important. Et ici au Maroc, on a ça parce que le Maroc, il avance dans la modernité et il y a les Occidentaux qui cherchent justement À ces revenir. points-là. Ouais. Et on a tous cette richesse encore. Et c'est là pour moi où l'écotourisme, il rentre dedans. Un nomade de notre équipe, il est allé là-bas avec toute conscience. Il s'est agenouillé et il a bu l'eau avec sa bouche directement de cette flaque. Avec toute une gratitude et une valorisation de l'eau. Waouh, ça m'a touchée. On est là pour s'intégrer. On est là avec un respect. On est là avec des valeurs, hein. On est là avec une ouverture à cette culture à expérimenter. Il n'y a pas de hiérarchie. On est là, on est tous des humains et on est tous pareils. Quelques situations où quelqu'un a dépassé, et là, mon approche, c'était d'être très clair en disant stop. Stop, avec haute voix. On se regarde vraiment dans les yeux. On se demande, la baisse, comment ça va la famille et tout. Et c'est pas le truc de, ok, ça va, et on passe à autre chose. Je faisais l'effort de, et elle m'a dit, tu fais les moutons, mais tu relaxes. J'ai dit, je peux pas faire mouton et relax en même temps, c'est pas possible, tu vois. Ma consommation de l'eau ici, c'est avec une complètement autre conscience quand j'ouvre le robinet en Allemagne. Complètement différent. Aujourd'hui, je parle chaque jour 5 langues. Et pour moi, ça, c'est être le poisson de l'eau et j'adore. Aujourd'hui, je vous emmène à Essaouira où je suis parti retrouver Claudia qui a fondé Berberland Écotourisme. Claudia est une femme allemande qui a vécu ici en Suisse avant de s'installer au Maroc et vous allez voir, c'est une grande amoureuse du Maroc. Tout comme moi, on a pas mal de points communs ensemble. J'aime bien vous présenter aussi d'autres nationalités qui vivent au Maroc. Ben, voilà, avec Claudia, vous allez voir une femme authentique, amoureuse du Maroc. C'est parti, bonne découverte. Salut Claudia, bienvenue sur la chaîne Entreprendre et vivre au Maroc. Ta première fois au Maroc, tu te rappelles, c'était quand? Quel souvenir tu as de cette époque? Déjà, مرحبا في بلاد ديال السويرة. Contente que tu nous rejoins à la campagne de Ida Ogourde cette fois-ci. Que je connaissais pas du tout, ouais, très beau. Ouais, c'est un bel coin, j'adore ici. Ouais. Une vie encore très authentique. Ouais. C'est ça, c'est que j'adore au Maroc. Alors, pour rentrer à ta question, les premiers souvenirs que j'ai, l'année 2009, mon premier voyage, je me rappelle 3 choses. Une, mon premier pied sur la terre marocaine qui me faisait ce sentiment d'être chez moi. Je l'ai ressenti vraiment. Et un deuxième souvenir, c'était la première nuit à Marrakech, à Jam El Fna, quand je bavardais un peu avec un vendeur des encens sur la place la nuit avec les petites lumières de Boutagas. Et il me dit tiens, moi il faut que je cherche quelque chose, tu gardes mon poste? Et je dis ça c'est une invitation, mais oui, vas-y. Alors j'étais là, assise comme on est aujourd'hui assise ici, avec tous les encens devant moi et cette folie de Jam El Fna. Et ça aussi, ça a été très étrange, mais très connu en même temps. Et le lendemain, je suis partie avec, justement, on vient de parler ça, d'un grand Mercedes bleu, traversant l'Atlas jusqu'à Mohamed El Rizlan. Ah, direct au désert. Ouais, direct, le ça. lendemain. Pour partir à 5 jours, 4 nuits, belle étoile, avec 2 nomades et 2 dromadaires et moi. Et ça, c'était game changer dans ma vie. Alors, je suis venue pour le Sahara. 1 an et demi après, je suis venue pour m'installer à Essaouira. Avec beaucoup des autres choses entre ça et ça, mais ça, c'était la version courte. Ouais. Et tu venais d'où? Tu as grandi où? Alors moi, je suis allemande et je viens de la Bavière, le nord de la Bavière, une zone qui s'appelle la Franconie. Et là, j'ai grandi là-bas, mais j'étais à Zurich en Suisse et je fais Zurich Essaouira. Tu as dit que le désert, ça a été un game changer pour toi. Est-ce que tu as eu une sorte de révélation ou ressenti des choses spéciales? Parce que le désert est très particulier comme environnement. Ouais. Alors, je pense que ça m'a rebranché avec cette conscience et cette manière d'être nomade. Moi, je me sentis toujours nomade. Et de le faire et rentrer dans cette zone où il avait les nomades, où il y a encore cet esprit. On marche beaucoup aussi.
Ouais, on se déplace, on dort chaque nuit à un autre endroit, on s'est déplacé, voilà, on a fait une petite, disons, caravane. Et je me souviens le moment quand un de mes deux accompagneurs, il m'a donné la laisse, disons, de dromadaire. Ouais. Et j'étais là, moi, qui guide cette petite caravane. C'était un sentiment, je ne peux pas te décrire. Ça rentrait, mais très profonde, très arrière-vie, disons, que peut-être je passais ici au Maroc. J'ai des forts liens qui sont au-delà du subconscient, je pense. Et depuis là, je reviens régulièrement aussi au Sahara. Toi, tu fais aussi des séjours là-bas. Moi, j'adore. Surtout Mohamed, il est bien sauvage encore. Ouais. Et pour te dire toute la vérité, moi, quand je sors après un séjour dans le Sahara, ça vient jusqu'à là qu'au retour, je pleure. La dernière fois, derrière, sur un pick-up, là, que je m'éloigne de la Sahara, c'est vraiment les larmes qui coulent pour dire j'ai cet fort attachement. Je ne peux pas l'expliquer. C'est un sentiment très fort. Après cette expérience, tu es revenu au Maroc plusieurs fois. Comment tu as découvert Essaouira? Déjà sur ces premiers voyages, parce que je ne suis pas partie à Essaouira, bon, je faisais un tour vers Taroudant et après la côte et Essaouira. Et je suis partie à Essaouira pour faire 2 jours sur le cheval, pour faire une rando à cheval. Et là, en parlant avec le monsieur avec lequel je suis sortie, il m'a dit oh, écoute, je suis en train de monter une ranch et tout. Peut-être tu peux m'aider avec une site web, quelque chose. Je dis oui, bien sûr, je te donne un coup de main et tout. Et ces coups de main, c'est devenu un boulot finalement. Ouais. Alors moi, j'étais Program Director dans une ONG dans le domaine interculturel à Zurich. Et après cette coup de main à Essaouira a pris plus et plus de place et je me retrouvais avec 2 choses et je savais il faut que je choisisse. Et je choisis Essaouira. Après beaucoup de voyages, de venir, rentrer et tout, pendant un an et demi, je suis venue en avril 2011 pour m'installer et je m'occupais de ces projets de monter cette ranch à Diabat. C'était très bien passé et grâce à ces projets, je plongeais très profondément à la culture. Genre, on est allé à 5h du matin au plus grand marché ici à Hadra pour acheter la bouffe pour les chevaux. Alors là, c'est une monde en soi déjà. Je rentrais avec ça aussi dans une monde très homme. C'était pas évident que moi, je suis là, mais j'étais là. Et après, ça m'a permis de connaître par cœur l'environ d'Essaouira. Parce qu'on a fait des randonnées avec les tentes. À cheval, tu arrives sur des chemins que tu arrives normalement pas. Et tu as un grand cercle à cheval, tu es plus vite qu'à pied aussi. Et là, je fabriquais beaucoup des idées. Qu'est-ce que serait joli, quelle culture, quel village, quel sentier, quelle plage, quelle petite forêt, quel petit coin. Ça bougeait beaucoup dans ma tête, ça déclenchait une créativité, des idées. Et je me souviens, j'ai pris la décision pour vraiment aller lancer mon projet à moi ici avec l'écotourisme, avec des balades en nature, des balades avec un fond culturel, avec involucrer les gens de la campagne. Je l'ai pris avec mon voyage, un autre voyage vers le désert, quand on a traversé l'Atlas. Tu connais peut-être ce sentiment quand on traverse l'Atlas, ça te travaille. Je me souviens, j'étais dans cette minibus avec des autres et on était là vers Tishka et on a descendu et j'ai dit, ouais, je lance. Et alors là, je faisais mon projet aujourd'hui, je l'appelle Berbaland Écotourisme, mai 2013. Alors, tu es venu au juste moment, c'est la 10e année de faire ça. Ouais, on s'était croisés il y a quelques années à Diabat. Ça fait longtemps. Ouais. Et maintenant, on se retrouve pour l'interview. Ouais. J'aimerais revenir, ne pas aller trop vite, le moment où tu découvres l'orange, que tu décides de venir. Est-ce qu'il y a des côtés d'Essaouira qui t'ont touché ou est-ce que c'était juste pour le projet d'orange? Non, c'était Essaouira. Alors moi, je t'ai parlé de ce côté nomade dans moi. Alors c'est-à-dire, j'ai vécu dans les différents coins du monde, en Amérique du Sud, en Suisse. Et Essaouira, c'était vraiment la première ville où j'ai senti un chez moi.
Alors, c'était cette magie d'Essaouira qui m'a fait venir. Après, c'est la passion pour les chevaux. Cette activité, c'était aussi très attirante. Mais c'était cette base d'Essaouira, cette magie. Et je la ressens encore aujourd'hui. Qu'est-ce Ouais. qui te plaît ici? Bon, déjà, Essaouira, c'est une petite ville. Moi, j'aurais pas aimé vivre dans une grande ville. Et moi, je fais 2 ans à Essaouira dans la Médina. Et après, j'ai vécu dans la campagne, pas loin d'Essaouira, mais pas en ville. Et me plaît cette ville au bord de la mer, cette histoire incroyable des mélanges des cultures, mélange des religions, cet esprit qu'il avait le port. Pour moi, de temps en temps, je vois encore les pirates là, tu vois. Un peu, ça déclenche une fantaisie, ça. Les remparts et cette énergie de la Médina, elle est particulière, je trouve. Aussi le fait que Essaouira, c'est une ville qui était à l'époque, à 2011, c'était encore moins développé qu'aujourd'hui. Mais quand même, c'était un bassin de mélange des cultures. Il y avait pas mal des expats, il avait déjà à cette époque des hippies en 68, 69 à Diabad. Là, ça laissait déjà des vieux, les vieux hippies qui ont été parmi la population encore. Et cette mélange, ça m'a énormément plu. Et finalement, après Zurich, qu'on dirait, hein, Zurich, c'est un peu une mélange et tout, Essaouira, c'est le mélange. Je me retrouvais à Essaouira après de rentrer mieux dans le français et tout, et après de faire mes premiers pas en Darija. Aujourd'hui, je parle chaque jour 5 langues. Et pour moi, ça, c'est être le poisson dans l'eau et j'adore. J'adore cette multiculturalité, ce multilinguisme. Moi, après, j'adore aussi de bouger dans des différents coins. Alors, j'adore être ici comme on est aujourd'hui, à cette famille à Mazir, à la campagne, d'avoir rentré en ville. Tu as, si tu veux, un resto à la européenne, si tu veux. Mais pour moi, ce qui m'attire, c'est cette vie beldie à la campagne, avec toute simplicité. Et là, je trouve la paix. Willst du deinen Pulli lieber anziehen? Nee, komm, wir ziehen mal den Pulli an, weil sonst... Et en tant que femme, tu t'es intégrée facilement? Comment c'était les premiers pas? Parce que tu parlais pas d'Arija au début? Non. Tu parlais français déjà ou... Un peu, ouais. Ok. Ouais. Comment c'était? Je l'ai trouvé vraiment super facile. Autant femme au Maroc, on parle beaucoup de ces sujets-là et je connais pas mal de sujets où c'était difficile. Et moi, je dirais que c'était facile. Alors, je pense que je trouvais un peu ma manière de comment communiquer et m'échanger avec les hommes. Parce que bien sûr, moi aussi, dans mon travail et tout, je trouve souvent des hommes. Je sais pas, j'ai créé un peu ma manière de, disons, pote, d'être plutôt côté pote et on sort de homme-femme. Je pense que c'est ça ma trace. Et ça marche très bien. Et après, avec des gens que je connais pas, bien sûr que j'ai eu mes quelques situations où quelqu'un a dépassé. Et là, mon approche, c'était d'être très clair en disant stop. Stop, avec haute voix, avec une posture très claire, hein, avec un avis, un esprit très clair. Et là, ça a bien fonctionné. Alors là, j'ai pas eu un struggle. J'ai pas eu. C'est pas tout le monde qui a des problématiques. Beaucoup de personnes, ça se passe très bien. Je pense que c'est une question d'attitude, d'énergie, Absolument. de communication. Absolument. Et là déjà, moi, une chose que j'aime bien ici à Essaouira, mais je pense que ça compte pour tout le Maroc, moi je dis toujours que les Marocains, ils ont le 6e sens. Une chose que j'apprends avec eux, plus, c'est sentir. Mais c'est aussi ce sentir qui déclenche à en face quelque chose que je dois même pas communiquer, qui est là et qui peut être ressenti. C'est-à-dire mon attitude est ressentie dans l'autre sans que je dois défendre soit que soit. Et ça, rendre les choses très faciles. Et pour moi, ça c'est un esprit, une situation ici au Maroc que j'estime beaucoup. Et j'apprends parce que je trouve que nous Européens, nous Occidentaux,
on n'a pas développé ça si fort. Et là, j'ai appris et j'apprends encore. Et c'est très intéressant. Aussi, cette chose qui est marquante pour moi et qui me laisse sentir si bien ici, c'est cette vraie rencontre entre les gens. On se regarde vraiment dans les yeux, on se demande la baisse, comment ça va la famille et tout. Et c'est pas le truc de OK, ça va, tchic, et on passe à autre chose. Ça peut durer 5 minutes. Ouais. Ouais, c'est un Prends le vrai temps. rencontre et Mm. c'est cette humanité, c'est l'essence pourquoi on est arrivé à cette terre, Mm. pour le faire très clair. C'est ça notre but et notre sujet de vie, c'est le rencontre humain. Et je me réjouis avec ça au Maroc. Oui, on est des humains. Chacun vit son expérience. Ouais. On peut tous s'apporter des choses. Tandis que quand tu vis dans certaines villes européennes ou ailleurs, on dirait que les humains ne se rendent plus en connexion les uns avec les autres. Ouais. Chacun fait son truc. C'est ça. Et c'est pas, je pense que c'est pas seulement la ville, bien sûr, plus dans les villes, mais ça a aussi un contexte culturel. Alors déjà au Maroc, on est dans un espace culturel communautaire, hein, et en Europe, la plupart des cultures elles sont des cultures individualistes. Alors, toi tu es français, moi je suis allemande, déjà la culture française est plus dans dans la communauté qu'est la culture allemande. Alors, je pense que la culture allemande, c'est un peu l'exemple de l'individualisme, tu vois. Et là, je viens encore un peu plus de loin pour m'approcher à ces mondes de communes au Maroc. Alors là, je les ressens vraiment et j'apprends aussi vraiment. Et jusqu'à aujourd'hui, je retrouve des traces de culture qui sont bien ancrées dans chacun de nous. Le Maroc, il me montre les miroirs et il me laisse sentir ça et il me rentre ça dans ma conscience. Et j'ai une grande gratitude pour ça, que ça me donne des impulses. Moi, je viens de Belgique, Ah, pardon. mais bon, c'est à côté. Parle-nous un peu d'Arija. Ouais. Tu parles super bien. Et souvent, mes abonnés, bon, il y a beaucoup de Marocains qui regardent la chaîne. Les Marocains sont super fiers quand un étranger parle sa langue, ce que je trouve normal. Comment tu as appris et comment ton rapport à ça? Moi, j'ai appris le Darija au début quand je suis venue, après, disons, quelques mois de m'installer ici. Et je l'ai appris avec Madame Skhor à Darsouiri, à Essaouira. Et j'ai pris des cours particuliers, mais en phonétique. Alors, je sais rien de l'écriture en arabe, mais je le parle. Je parle seulement Darija. En Fossa, je comprends quelques mots, c'est tout. C'est plus important au Maroc. Ouais, c'est ça. Et c'était intéressant pour moi. Je me souviens une belle, une rigolette, une situation rigolante qu'on a fait avec Madame Srour quand j'étais en train d'apprendre l'Aïn. Aïn, non? Et elle m'a dit, Claudia, tu fais comme le mouton. Ah, non, non. Et j'ai dit, je faisais l'effort de. Et elle m'a dit, tu fais le mouton, mais tu relaxes. J'ai dit, je peux pas faire mouton et relax en même temps, c'est pas possible, tu vois. Alors là, c'était un entraînement pour les sons. Et je pense, si on vient de l'allemand, c'est peut-être plus facile que pour des francophones. Ouais. Honnêtement, déjà, on est entraîné différemment ici par rapport à cette dure avec l'allemand. Mais c'était bien. J'ai pris quelques leçons pour ouvrir cette monde, pour comprendre un peu. Et après, dans ma vie quotidienne, je l'ai grandi. Et... واحد جوج ثلاثة ثلاثة. Mais l'arabe, c'est tellement différent que j'ai senti, et moi je parle plusieurs langues, que tu peux pas seulement glisser comme ça dedans. Il faut une petite base pour après tu t'en vas de là. Parce que la langue transporte toujours aussi la culture et une compréhension. Et là, je trouve ça très important. Et j'ai appris des choses avec ça. Tu as mieux compris le Maroc et les Marocains. Oui, la Ouais. culture aussi, la religion. Parce qu'en fait, la langue, le Darija ici, elle porte beaucoup des formules religieuses. À travers la langue, je suis aussi plus rentrée dans une compréhension religieuse très importante. Ça m'a vraiment montré beaucoup de choses. C'est quoi ton rapport avec l'islam, justement? Moi, j'ai beaucoup de points avec l'islam pratiqué comme il est pratiqué ici, que je dis, j'estime ça. Dans ma manière. Alors moi, je suis pas monothéiste, hein, je crois pas à une religion monothéiste, mais par exemple, le fait de se poser 5 fois par jour, hein, C'est génial. pour arrêter, faire un rituel, si on le nomme très généralisé, arrêter
s'ancrer, se connecter. Très bien, je pense que ça c'est vraiment très très important. Et après, des autres idées qui portent l'islam, de par exemple pas faire du mal ni à un être, la générosité, aider aux pauvres. La hospitalité, c'est aussi quelque chose qui est ancré dans dans la religion. Ça, je trouve très important et ça réunit avec mes valeurs humaines et mon éthique. Je trouve ça très, très important. Je suis contente de que je suis venue ici et que ça m'a permis de connaître mieux l'islam. Parce que si tu es en Europe et tu n'as pas trop de rapproche avec des gens musulmans, tu le vois de l'extérieur et tu comprends pas très bien. Mais une chose que je sens chaque jour, c'est de pouvoir être dans une communauté marocaine et le sentir et vraiment comprendre, arriver à le comprendre, à le sentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un plus, ça c'est un peu mathématique, mais ça c'est un valeur rajoutée. Donc tu encourages les gens qui viennent pour vivre ici d'apprendre Darija. Absolument. Après, chacun, elle n'est pas doué pour les langues. Il y a des gens qui sont doués pour autre chose et ils ont du mal à apprendre. Tu peux avoir une petite base aussi Oui, pour faire des efforts. oui, Ça- oui. Ça brise la glace. Ça montre que tu es vraiment intéressé et je trouve ça super important. Ça, c'était pour moi une loi appliquée pendant tous mes voyages et tout. C'est important. Moi, déjà, quand je vais par exemple maintenant en Asie et je comprends rien, je vais me sentir super mauvaise parce que je suis habituée à me comprendre l'autre. Et pour moi, c'est très important, très, très important. Parce qu'après, tu dépasses et tu comprends pas vraiment. Et pour moi, dans ce que je fais, dans mon activité, si je suis à la campagne, je rencontre pas des gens qui parlent français. Ouais. Alors, c'était évident que moi, je fais un effort pour pouvoir me communiquer avec eux. Sinon, ça se passe rien. Ouais. On se comprend pas, on peut pas s'échanger. Et pour moi, cet échange interculturel, non, il fonctionne à travers d'une langue partagée, important. Alors, Un bel je exemple. suis fan, ouais. Ouais. Et ça t'a pris combien de temps? C'est un peu difficile à dire, non? Parce qu'après, ça fait... je pris, disons, 5 mois de cours, 2 fois par semaine, 1 heure et demie. Et après, je suis marchée sur mes petites chaussures. Tu avais une bonne base. Et... Ouais, à peu près ça. Hmm. Il manque encore à Mazir. Alors, on n'est pas encore à la fin. Alors, c'est ça, c'est que j'aimerais bien apprendre un peu plus d'Amazir. Ça me tient au cœur, la culture Amazir. Je suis souvent complètement dedans. Je connais quelques mots, mais je ne peux pas parler en Amazir comme je parle en Darija. Prochaine étape. Inch'Allah. Si comme Claudia, tu as envie de quitter ton pays pour t'installer au Maroc, pour lancer ton projet pro ici, avec mon équipe, on a créé plusieurs packs d'accompagnement justement pour aider les entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc, réussir leur nouvelle vie ici. Vous pouvez découvrir comment on peut vous accompagner, vous aider. C'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. Je trouve qu'il y a beaucoup de Français, ils font pas l'effort d'apprendre le Darija. Parce que tu as l'histoire du Maroc où les Marocains parlent un peu français, tu vois. Et surtout dans les grandes villes, je trouve qu'ils font pas vraiment d'efforts. Et les Marocains sont très hospitaliers, chaleureux, ils t'accueillent le cœur ouvert. Mais quand tu parles un petit peu de Darija, tu passes à un autre niveau encore, tu vois. Complètement. Donc c'est dommage parce qu'ils passent à côté de ça. Ouais, complètement. Tu te prives aussi d'aller à la totalité de ce que tu peux vivre ici. Tu te prives sans la langue. Et tu restes un étranger, vraiment étranger, quoi. Ouais, parce que là, il y a une barrière. L'ancienne génération de Marocains, on va dire qu'il y a plus de 30, 40 ans, ils maîtrisent le français beaucoup. Mhm. Maintenant, les jeunes, c'est l'anglais. Et même à l'école, ça va être... Ouais, Donc ça change, ouais. C'est vrai que l'anglais, ça leur ouvre des portes à l'international et logique aussi. ouais. Et ça sort peut-être aussi un peu de cet esprit. Tu vois, le pays, il a besoin aussi de sentir un esprit plus neutre. Nouvelle ère, ouais. C'est ancré Ouais. dans le pays, dans les gens, dans leur génétique maintenant, avec tout ce qui s'est passé en fait. On peut parler un petit peu de ton activité actuelle. Ouais. Comment tu as eu l'idée justement de créer ce projet Berberland? Alors, tout d'abord, moi, je suis quelqu'un qui aime la nature, hein, qui aime se balader, qui aime une activité physique et qui aime la nature, la culture. Hein. Alors, pour moi, c'est être reçu chez une famille,
vivre cette hospitalité. C'était des moments magiques et que je tiens encore, qui sont pour moi vraiment d'une grande valeur. Ces différentes branches, partie de la famille de Hassan, la partie de la famille de Ahmed, la partie de la famille de Youssef. Et alors là, ça s'est basé finalement dans ma passion à moi, que je voulais partager avec les autres. De créer des situations pour des touristes qui viennent, qui sont intéressés à ça, mais qu'ils ne trouvent pas si facile. Déjà, si tu ne parles pas français, parce que moi, j'ai commencé plutôt avec des gens qui parlaient allemand ou anglais. Alors, eux, ils peuvent moins aller à leur propre compte, comme les Français, ils font, parce qu'ils ont la langue. Et là, je créais justement ça pour pouvoir expérimenter cette authenticité de la campagne d'Essaouira. J'étais à Essaouira, je n'ai pas eu cette idée de faire découvrir le pays, sinon d'aller ici dans la région, mais plus profond. Et ça, c'était les débuts de mon activité. C'est la nature qui m'a invitée, de connaître les différents endroits que je trouvais sublimes. Et après, ça crée des petites routes, des visites d'un coin à l'autre, tout à pied, pour vraiment sentir la nature. Et à pied, tu te poses dans le milieu et tu peux le ressentir. Tu peux ressentir les parfums des arbres, tu peux sentir la sable ou la terre ou les pierres sous tes pieds. Et ici, à Essaouira, on marche sur des pierres, non? Après, quand on voit les bergers et les femmes et tout le monde qui marche ici super vite, moi, j'ai eu au début du mal de marcher sur ces champs de pierres parce que c'est effectivement pas ce que je faisais toute ma vie. Ouais. Et je trouvais difficile. Ouais. Et là, maintenant, c'est devenu plus normal. Mais ce qui montre à, par exemple, quelqu'un qui fait ça la première fois, ça lui montre et ça le transporte cette idée, combien de dur c'est cette vie ici. Tu vois, avec tous les sens de découvrir ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'habiter la campagne d'Essaouira? Comment les gens ils vivent? Qu'est-ce qu'ils font la journée? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faire leur vie? Pour moi, c'était toujours cette recherche de l'authenticité. Pour moi, c'est important. L'idée aussi, c'était de faire cette pente, de valoriser cette mode de vie des locaux et inviter les Occidentaux, les touristes, à cette simplicité. Parce que je trouve que cette simplicité est très sereine, très santé. Ça nous fait du bien. Ouais. Parce que nous, on est sur les autoroutes, vitesse, projets, les listes, tout ça. Et ici, c'est le... Alors là, par exemple, quand j'organise un cours de cuisine à la campagne et je mets quelqu'un au moulin pour moudre l'orge, ça te sort complètement de ton monde et tu te connectes. Alors, c'est ces valeurs que je veux créer, en brancher les deux mondes-là, dans les deux sens aussi, parce que, bon, ça fait quelque chose avec les touristes, ils viennent pour chercher ça, c'est leur intention. Mais si je branche ça avec une vie des locaux ici, je dois être consciente que ça fait aussi quelque chose avec les locaux qu'on visite. Ça change une famille. Dans les deux sens, ouais. Ouais, important. Et moi, c'est que j'essaye d'amener en valeur à ça. Alors, par exemple, pour le cours de cuisine berbère que je fais, on va vraiment à l'ancienne. Alors, c'est-à-dire, on fait un couscous d'orge dans une couscoussière à terre cuite. Aujourd'hui, on trouve ça rare fois. Tout le monde a une autre couscoussière parce que c'est plus facile. Tu fais pas ton couscous sur le feu. Mais nous, on va sur le feu. On va avec le ferran beldi. Enfin, non? Et le goût est différent. Oui, complètement différent. Et là, on valorise justement les anciennes manières de faire les choses. On donne la valeur à la culture. Je donne l'idée à celui-là où je fais ça, qu'il y a des gens qui viennent de loin pour expérimenter ça et ils s'intéressent beaucoup à ça. Ça a de la valeur. Et ils disent pour les femmes, waouh, et comment tu fais, et c'est super et tout. Alors, on fait un échange. Et moi, les deux femmes qui travaillent avec moi, on est le pont de langue. C'est-à-dire, on traduit et on facilite un échange. C'est vrai que c'est important. Il y a énormément de touristes qui visitent le Maroc chaque jour. C'est impressionnant le nombre de touristes qui arrivent. Mais beaucoup restent sur des basiques, Marrakech, Essaouira, mais
Et juste, on va dans la Médina, un peu, tu vois, les trucs classiques. Et dès que tu sors un peu des chemins classiques, tu découvres un autre Maroc, profond, authentique. Moi, c'est ça aussi qui m'a donné envie de créer Maroc en conscience, tu vois, connecter avec les familles. Et je le vois, un touriste qui va vivre plein d'expériences dans un voyage, si tu le fais rentrer dans une famille marocaine, une famille normale marocaine, c'est ça qui va retenir, tu vois, qui va être touché. Ok, on peut vivre très simple, mais il y a beaucoup de richesse intérieure, de partage. Ça les touche, ouais. Beaucoup, beaucoup. Et là aussi, sur ces expériences-là, c'est l'expérience qui s'explique toute seule. Alors déjà, quand tu prends un thé chez la famille à la campagne, même que tu expliques rien, quelqu'un étranger a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et aussi, c'est pas seulement aussi les Européens, c'est aussi les MRE, les Marocains qui vivent dans une monde ville Ouais. ou en Europe ou Exact. autre part, Ouais. qui arrivent, qui me disent mais waouh, ça je me souviens de ma grand-mère et merci pour ça. Et j'ai beaucoup de retours, justement, comme tu as dit, avec les familles. On rentre encore sur le touche humain, non? C'est Ouais. ça qui nous touche, Ouais. cet échange et cette approche humaine. Ouais. L'authenticité, Ouais. la bienveillance, les sourires. Et donc, comment tu as structuré ton projet? Tu as commencé par un premier circuit, comment ça s'est passé? Bon, comme ça fait 10 ans, je me souviens pas trop comment ça c'était vraiment le début. Mais oui, j'ai commencé avec quelques formules et je sais pas, peut-être 3 ou 4. Et après, ça s'est diversifié. Aujourd'hui, j'ai 15 différentes formules Ah, et je les classifie entre nature, culture et famille. Et voilà, alors c'est dans la branche nature, on fait la demi-journée ou la journée. Déjà, ça c'est aussi une différence. Et pour la nature, on va dans le milieu de l'Argagné, que c'est vraiment la grande richesse de la campagne d'Essaouira, la particularité, l'Argagné. On va aux cascades, on va dans l'oasis d'Ain Lajar. On fait des randonnées de 15 à 17 km vers Taskra, vers le Cap Sim. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir à la campagne d'Essaouira. Et avec Particulture, je vais au souk hebdomadaire à la campagne. Alors, il y a le mercredi ici, justement, dans cette région où on se retrouve aujourd'hui à Ida Ogourde. On visite le marché, on va après à une coopérative artisanat pour aussi toucher le sujet d'Argan. Et je fais un food tour au marché de Hadra. Disons, mon but, c'est toujours se mettre vraiment au fond et faire une expérience de plus profond, plus brute, plus authentique, plus véritable possible. Alors là, on va vraiment, on finit dans la zone des bouchers. On va chercher de la viande. Je propose pour une fois la viande de dromadaire. Tu savais comment on mange le dromadaire? oui, bien sûr. Alors, J'ai goûté ça. ça te plaît? Ouais. Et c'est une très bonne viande. Ouais, je trouve aussi. Alors là, on prend un peu de dromadaire et on se fait griller et on finit sous la tente avec les gens qui ont fait leurs courses, J'adore. avec un thé, la viande, des noix, des dattes, l'huile d'olive, l'huile d'argan pour tremper le pain. On achète le pain au marché et pendant toute cette visite, on grignote à gauche, à droite. On va chez le Moulzit Sitoun pour goûter l'huile, comparer l'huile de l'année avant avec l'huile de l'année actuelle et tout. Faire des petites dégustations gauche à droite avec carmouze, figue de barbarie, voilà, tout ça. Ouais, c'est Alors génial. ça s'éclate, pour moi c'est vraiment bien. Comment le vivent tes voyageurs et les Marocains qui sont présents? Cette expérience avec les marchés, tu veux dire? Ouais. Je vois bien les images, hein, mais Alors, la plus souvent, c'est on n'aura jamais fait ça toute seule parce que tu n'oses pas aller Ouais. jusqu'au fond. Tu es assis toujours et tu es occupé avec la tête de qu'est-ce que je peux faire, comment on fait ça ici et tout. Et si quelqu'un t'amène, tu es en sécurité et tu sais, ok, je suis, et Ouais. là, je suis ouverte pour faire entrer toutes ces images. Parce qu'avant, tu es un peu comme moi, tu es gêné, tu sais pas comment faire, tu es bouleversé par toutes ces impressions qui viennent. Et là, c'est bien parce que là, elle se détend. Mais quand même, l'expérience à Hadra, c'est très brut. C'est vraiment un voyage sur une autre planète, disons.
et une voyage dans le temps aussi. On retourne dans un temps qui n'existe presque plus. Alors c'est un monde très conservé que c'est très rare. Et je sens que quelques-uns, il faut les donner un peu la main pour pouvoir suivre, parce que ça peut être pour quelques-uns un peu... Alors parfois, il y a quelqu'un qui dit « Ok, là, s'arrête ». Et je les pose sous la tente et je vais avec les autres en rentrant dans tous les différents morceaux de viande qu'on a là-bas, tu vois. Alors là, c'est aussi important quand tu sors avec des gens d'avoir cette empathie, de ressentir qui est avec toi, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien. On retrouve tout genre des clients, c'est-à-dire des clients qui font ces voyages au Maroc la première fois et des autres qui me disent « J'étais au Maroc, ça fait 25 ans et c'est mon 10e voyage ». Il y a un peu de tout pour mon 5e voyage. Il y a des familles avec des petits-enfants, il y a des plus vieux, il y a des gens qui sont expérimentés à voyager dans toutes les parties du monde et des autres qui sortent peut-être la première fois du monde européen. Et là, il faut savoir les accueillir où ils sont. C'est ça qu'on fait et c'est pour ça aussi tourisme individuel. S'adapter, Ouais, ressentir. et de faire cette vraie rencontre. Si tu es avec un groupe de 20, moi, je ne peux pas ressentir chacun et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec tout le monde et je veux bien que tout le monde est bien et je veux être aussi là pour les questions et les inquiétudes de chacun. C'est ça aussi mon valeur. Pour pas aussi intimider le monde où on va. Par exemple, à Hadra, je ne peux pas prendre plus que 10 personnes, c'est le grand maximum. Souvent, on sort en groupe plus petite parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas ni pour le monde où on va, ni pour le groupe. Plus on est nombreux, plus la connexion va être un peu plus compliquée. Exact. Et plus éloignée. Et ça, tu accompagnes tes voyageurs, tu as des employés, tu as commencé à... Ouais, alors... Tu peux pas faire tout toute seule. Non, et je veux aussi pas. Alors le but, c'est Ouais. de créer de l'emploi. Bien sûr. C'est important pour moi. Et là, on peut parler aussi de ce sujet des femmes. Alors moi, j'étais la première femme qui est sortie à la campagne, qui a accompagné quelqu'un. Alors déjà, le métier de guide au Maroc, c'est très pris par les hommes, comme beaucoup de choses. C'est normal, ça fait partie de la culture. Et là, aujourd'hui, on fait rentrer des femmes dans des secteurs qui ne sont pas très établis. Et le métier de guide, ce n'est pas encore très établi à voir des femmes. On a au Maroc 4% des femmes dans ce domaine de guide. Alors, on a encore un peu des invitations à faire pour faire rentrer des femmes. Et c'est pour cela aussi que je choisis d'embaucher des femmes. Et j'ai aujourd'hui 2 femmes, Malika et Naïma, qui travaillent avec moi, qu'on a entraîné avec mes anciens collègues aussi, que tu as connu Fred, son mari Edouard, qui sont à Agadir maintenant, qui ont fait la même chose que moi ici à Essaouira et qu'on a fusionné. On les salue. Ouais, salut Fred, Edouard, merci pour tout ça. Et voilà, alors de faire rentrer les femmes, c'est Edouard qui a fait un énormément travail de faire entraîner les femmes. Aussi, moi, j'ai appris beaucoup à Edouard car lui, il a ses fonds nature et il est un grand connaisseur. Et les filles, maintenant, elles sont au top, elles connaissent très bien les chemins et tout. Et c'est plutôt elle, maintenant, qui accompagne les touristes à la campagne. Et j'ai beaucoup de demandes pour des guides femmes et j'ai des retours de mes clientes, ou déjà les réservations, il y a quelques réservations qui tombent de partie d'une femme qui dit « Je vous écris parce que je sais que vous avez des accompagnatrices femmes. Ouais. Alors je voudrais bien sortir avec une femme parce que moi je suis une femme qui voyage seule. » Et après, le retour aussi, c'est souvent quand les gens ils remarquent ça, ils disent alors c'était pendant tout notre séjour au Maroc la première femme qui nous a guidés. Ou après aussi ces cours de cuisine que je donne, que je fais avec 2 femmes berbères à la campagne, c'est aussi pour créer une rencontre avec des femmes. Ou aussi à Essaouira, on a les coopératives de l'île d'Argan, ça c'est aussi un milieu de femmes où on peut amener les touristes. Parce que souvent, c'est des milieux hommes. Et là, c'est beaucoup apprécié par nos clientes. C'est une réflexion que j'ai souvent de voyageurs qui découvrent le Maroc. La première façade du Maroc est très masculine. On voit beaucoup les hommes, surtout dans le milieu du tourisme aussi. Et des fois, ils me disent, mais elles sont où les femmes, tu vois? Ouais, Mais c'est ça. en fait, il faut du temps aussi. Et tu ne rentres pas chez des familles non plus comme ça. Mais
Quand tu commences à prendre le temps de rentrer, là, Ouais. tu peux voir Ouais. l'importance des femmes qui est Absolument. capitale. Et comment tu expliques qu'il y a si peu de femmes guides? Moi, j'en connais une qui fait de la montagne du Kaimzen qui est exceptionnelle. Et justement, le fait qu'elle soit rare, c'est aussi très recherché. Donc, ça pourrait être encore plus mis en valeur et provoquer de l'emploi supplémentaire. Mhm. Est-ce que c'est compliqué pour elle de devenir un guide, une guide? Je pense que c'est pas plus compliqué déjà pour devenir parce que bon, on peut tout apprendre tout. Mhm. Après, il faut bien sûr une attitude de cette personne qui dit OK, moi je guide, je vais seule avec des étrangers à la nature, à un marché et tout, et je prends cette rôle. Bien C'est sûr. pas toutes femmes qui disent c'est OK pour moi. Ouais. Je respecte complètement. Mais aujourd'hui, je trouve, en 2023, on est dans une actualité que c'est tout à fait possible. Et il y a beaucoup de femmes qui ont la volonté et cette force de faire ça. Je sais que Malika et Naïma, ils ont, eux, plus de difficultés que moi sur le terrain, sur les différentes interactions qu'on a, par exemple, sur un marché. Et après, elles ont choisi un peu ou retrouvé leur manière de le faire, que c'était peut-être pas exactement la même chose que moi je faisais. C'est tout à fait normal parce que cette rôle d'accompagner quelqu'un, tu rentres avec ta personnalité. Bien Et sûr. chacun fait à sa manière. Et là, elles se sont retrouvées, chacun, elles sont très différentes les deux, à sa manière de faire. Mais moi aussi, j'ai eu des commentaires, par exemple, on travaille beaucoup avec les transports touristiques. Alors, on s'en sert de ça pour se déplacer, Ouais. ou avec des grands taxis. Et là, par exemple, je parlais avec un chauffeur d'un grand minibus et je dis, alors on va à cette place, est-ce que vous pouvez amener les clients, Et elle me dit, il est où le guide? Et je dis, bon, c'est moi qui organise et ça, c'est madame et madame qui font. Et là, c'était un peu que, ok, apparemment, c'était pour lui la première fois qu'il y avait une femme qui demande. Ouais. Alors, je trouve de temps en temps des situations là qu'il y a des hommes qui disent, alors c'est elle qui gère, moi, non. Alors ça, parfois, ça crée un peu des... Tu me Parce que fais- c'est hors routine. Ouais. Ouais, ils sont pas habitués de voir ça. Ouais. C'est vrai que dans le transport touristique, on pourrait avoir des femmes aussi. Des chauffeurs de taxi, Oui. tu vois, Il y en a une à Casablanca. et sur on n'en a Et, pas. Après, c'est culturel aussi et Oui. la place de la femme Bien sûr. dans la société. Ouais. Bien sûr. Alors là, pour moi, je trouve ça super important parce que aussi, par exemple, les touristes, ils aiment beaucoup parler du sujet de porter le voile ou pas. Je suis sûre, presque sûre. Si une touriste, femme ou homme, peu importe, pose la question pourquoi les femmes portent le voile ou comment c'est, et non, ce sujet, il est différemment répondu par un homme que par une femme. Oui. Et après, avec une femme, et je sais que les filles avec lesquelles qui travaillent avec moi, qui parlent beaucoup de ce sujet avec les femmes. Presque chaque femme, touriste, mène ce sujet. Ok. Et là, elles s'échangent. Et déjà, les deux filles, une, elle porte le voile, une, elle porte pas le voile. Alors déjà, tout est possible, non, ici au Maroc. Mais c'est un point d'intérêt des voyageurs femmes. Comment ça se passe? Comment vous faites? Pourquoi vous faites? Tout ça. Super important. Et c'est un grand sujet. La rôle de la femme au Maroc. Comment tu te sens? C'est comment? Et tout. C'est des grands sujets pendant les balades. Tu crois que ça va évoluer, qu'il y aura de plus en plus de femmes guides ou d'autres métiers? Comment tu vois les choses, toi? J'espère beaucoup. Après, je vois qu'il y a sûrement une grande différence au Maroc entre ville, campagne. Ouais. Alors vraiment, ça c'est deux mondes. Et après, moi je parle pour Essaouira. Je considère Essaouira encore comme une ville assez conservatrice. Et là c'est quelque chose de vraiment, vraiment nouveau. Je pense dans Marrakech, ça c'est quelque chose qui rentrait déjà beaucoup plus dans la normalité. Mais il faut aussi que déjà les structures, non, comment pouvoir rentrer légalement dans la structure de guide, c'est déjà les épreuves pour les femmes et tout. Là, on est en train de faire ça à Essaouira en ces moments et
c'était pas évident. Je ressens que c'est des nouveaux chemins qu'il faut encore créer. On est sur la création. On est sur la création et on est sur le... Il faut encore discuter et beaucoup de choses, ouais. Ouais, c'est pas encore acquis. Non, Ouais. non, c'est pas encore acquis. Mais il y a cette forte demande et là, moi, je me sens entre, disons, un peu médiatrice entre les deux mondes. Je sais très bien qu'est-ce que c'est la demande et avec quel esprit, quelle idée vient un touriste. J'étais moi-même touriste et je peux partager cette expertise, tu vois, et ces deux mondes parce que je connais le Maroc par cœur. Je suis européenne, je connais par cœur. Moi, je peux très, très facile lier les deux et je retrouve aussi mon rôle avec ça. Et je pense que aussi mon projet est établi très bien grâce à ça. Parce que je peux voir et empathiser avec ça et choisir comment je peux le connecter dans la meilleure manière. Moi, je faisais pendant mon parcours aussi cette expérience que, par exemple, des collègues à moi ou déjà des gens, même pas dans le sujet du métier, ils disent non, on va pas montrer ça parce que ça c'est moche, ça c'est vieux. Je dis, je veux justement le vieux, l'ancien, la culture. Je veux pas voir les nouveaux bâtiments en ciment et tout ça. Je voudrais bien avoir une maison Beldi qui est faite avec les pierres. Alors là, je cherche de donner ces valeurs aux anciennes traditions, tu vois, que peut-être quelqu'un marocain, ils disent mais maintenant on est devenu plus moderne avec toute fierté, que c'est super bien parce que le pays est en train de se développer énormément. Mais justement, il y a toute cette richesse de la tradition qu'il ne faut pas jeter. Et c'est moi qui veux bien le faire voir et avec ça le valoriser et avec ça le conserver peut-être aussi. Ça, c'est un peu le but. C'est vrai que c'est un grand paradoxe. Ok, les Marocains vont vers la modernité, la plupart habitent dans les villes maintenant, ils ont un niveau de vie qui augmente de plus en plus. À côté de ça, le Maroc authentique que nous on aime, qui est riche et tout ça, c'est souvent dans les campagnes. Le Marocain ne voit pas la campagne avec le même regard que nous, Européens. Nous, on voit beaucoup de valeurs, de richesse. C'est un peu un paradoxe, comme s'il y a 2 ou 3 pays dans le même pays. Et après, mon avis, c'est pas du tout un paradoxe. Je pense que c'est un développement très naturel et très organique finalement. En Europe, on a fait la même chose. Ouais. On a été dans les fermes, les campagnes. Ma grand-mère, elle a eu une ferme. Et une fois qu'on achète une voiture, c'est chouette, on a la voiture. On a avancé, c'est bien, on a avec toute fierté une voiture. Et là, on se promène en voiture. On va pas aller dans les champs parce que c'est la maman qui a travaillé le champ et elle a dû travailler dur sur le champ. Alors, on va pas faire ça de se promener à pied dans les champs parce que ça, c'était le travail dur d'avant. Maintenant, on a une voiture et on a tout cet confort et on vit ce confort maintenant. Tout à fait normal. C'est un développement très normal. Ouais. On a dépassé ça en Europe maintenant, tout ça. On retourne en arrière. Et maintenant, en arrivant à cette modernité, le confort et tout ça, on se rend compte, écoutez, qu'est-ce qui nous a fait vraiment, qu'est-ce qui nous a apporté, où on a ralenti, où on s'est senti vraiment bien nourri dans un sens de bien-être, dans un sens de joyeux et tout. C'était ça, c'était la nature, c'était la simplicité et tout ça. Et alors là, on retourne aux anciennes valeurs. Et ça c'est mon espoir, sur ce chemin vers la modernité, on n'a pas détruit trop de la culture. C'est ça le problème. C'est ça. Je comprends ce chemin très 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 bien, mais moi je me sens un peu comme la personne qui est sur l'autoroute, qui fait les drapeaux et dit conservez un peu parce que c'est très important. Et ici au Maroc, on a ça parce que le Maroc, il avance dans la modernité et il y a les Occidentaux qui cherchent justement ces points-là. Ouais. Et on a tous cette richesse encore. Et c'est là pour moi où l'écotourisme, il rentre dedans, de dire, OK, c'est toute cette, en parlant en tourisme maintenant, toute cette clientèle et l'écotourisme, c'est la branche la plus vite croissante dans le tourisme au monde entier. Et le Maroc, il a toute cette chambre et toutes ces richesses, mais exquisites pour faire montrer ça. Et moi, je vois que ça, c'est un grand champ de
fond de travail, faire arriver le tourisme et le flux finalement qui génère le tourisme à la campagne pour éviter que tout le monde va en ville, pour créer des sites dans la campagne, dans la culture qui profitent de cette tradition pour le faire visiter là-bas et pour ancrer un tourisme écologique, un tourisme solidaire, un tourisme particulier, individuel, responsable là-bas. Puis ça peut préserver la culture, Exact. un mode de vie, Cette richesse, grande richesse. L'histoire, la culture amazigh, la façon de comment tu fais un bâtiment, la façon de comment tu cultives tes terres, comment tu cherches l'eau, comment tu as ta netfia ici pour garder l'eau. C'est quoi la sécheresse maintenant? Comment on peut affronter la sécheresse? Avec les anciennes méthodes, le plus facile. Parce que là aussi, avec ces changements de climat, le problème qu'a le Maroc avec la sécheresse, taux de remplissage des barrages, moi, j'ai un peu de soucis avec cette année. Je ne sais pas comment on va vivre cet été. Et là, c'est aussi des craintes avec le tourisme. Tourisme de golf, un tourisme créé beaucoup de projets, des villas à la campagne, tous avec piscine et tout. Ouais. Je te raconte une petite histoire de ma vie privée actuelle. Alors moi, je loue une maison Beldi, il y a la propriétaire à côté et on a un nutfi, une réserve d'eau au-dessous de patio, traditionnelle construction. Et alors jusqu'à maintenant, on a l'eau, on prend l'eau de robinets qui sont dans la rue. On prend un tuyau et on le remplit. Et là maintenant, ils vont arrêter les puits communautaires et il faut appeler un camion d'eau. C'est beaucoup des familles au Maroc qui vivent dans cette manière parce qu'elles ne sont pas branchées à l'eau ou être branchées à l'eau, c'est trop cher. Et là, c'est ma voisine qui m'a dit, écoute, là, il faut qu'on appelle le camion. Il faut que tu utilises vraiment le moins possible d'eau. Pas pour roser les plantes et tout ça. Non. Il faut vraiment là être aux limites. Et moi déjà, j'ai passé le temps de Covid en Allemagne. Alors je faisais 2 ans et demi là ailleurs. Je suis revenue en septembre. Et là, dans cette nouvelle maison que je loue, j'ai fait ma vaisselle avec un bassin d'eau. Et le bassin d'eau, quand elle est rempli, je les jette à mes plantes. Alors, je ne donne pas de l'eau fraîche, disons, à mes plantes. C'est tout de l'eau réutilisée. Et ma consommation de l'eau ici, c'est avec une complètement autre conscience quand j'ouvre le robinet en Allemagne. Complètement différent. Et là, il faut se rendre compte, ici au Maroc, de juste ça. Et où on va? On va à comment ils ont fait avant. C'était quoi l'ancienne manière à faire? Et si tu as ton netfia ici, tu gaspilles pas l'eau. S'il faut que tu le cherches avec ton âne au puits quelque part, tu le utilises différemment. Et là aussi, c'est déjà les voies de climat et le changement de climat qui nous obligent de rentrer de ce point de la modernité en avant pour voir comment ils ont fait. Et là, par exemple, le musée de Marrakech de l'eau, tu le connais? Sublime, il est très très bien fait. Et là, tu te rends compte de tout ça et cette ancienne connaissance et gestion de l'eau, trop riche en connaissances et en... Exceptionnel, Ouais. Là, j'ai l'impression que le Maroc mise beaucoup sur les usines de dessalement d'eau et ils essayent de trouver des solutions aussi. Je pense qu'il faut de ça aussi, mais de gérer un peu les grands utilisateurs de l'eau, non? Moi, évidemment, je fais de l'écotourisme, je ne suis pas très fan de la culture du tourisme de golf. Pas dans une région ici qui a si peu de l'eau. Et même en tant que Marocain, ils utilisent beaucoup d'eau, juste le hammam, tu vois. Bon, ça, c'est culturel et c'est important. Mais combien de litres d'eau, tu vois, chaque jour? Oui, mais si tu le vois avec une autre perspective et tu dis, OK, traditionnellement, tu vas une fois par semaine au hammam, ou tu prends un mode de vie européen et tu prends une fois la douche la journée, ou peut-être 2 fois, qui a utilisé plus de l'eau? Ok, ouais. C'est nous. C'est nous. Ouais, tu as raison.
complètement. Mais ça représente. T'as l'impression que ça fait plus parce que c'est beaucoup de gens au même endroit. Non, mais déjà, beaucoup de gens au même endroit et tout, chauffer l'eau pour tout le monde. C'est le même exemple comme avec le ferran de la rue, le four communautaire, l'ancienne tradition. C'était pas chacun qui a fait son four à la maison, qui le chauffe maintenant avec l'électricité, ou pas chacun qui met son four Beldi avec le bois. Ça, c'est tout si on veut le dire fort, gaspillage. La manière la plus éco, c'est avoir un four qui est allumé et tout le monde utilise celle-là. C'est plus écolo. Alors là encore, on est dans cette manière de l'ancienne tradition, c'était la meilleure. Après aussi, bon, si on parle des questions quotidiennes, si nous, ou le Maroc maintenant aussi de plus en plus, ou déjà, bon, restons dans une truc touristique, si tu utilises la toilette et tu prends la chasse de toilette, ou tu utilises une toilette ici standard, Ouais. qui utilise le plus de l'eau? Une chasse, beaucoup de l'eau. Là, ça c'est tous les traces qui c'est pur gaspillage de l'eau. Ouais. Là, quand tu vois Hassan qu'il prend qu'il monte l'eau de réserve d'eau, complètement autre chose. Toi aussi, dans le désert, tu as vu les nomades. Une fois, j'ai expérimenté une tour pendant un séjour dans le Sahara qui avait la pluie. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, il avait des flaques d'eau entre les dunes. Sublime. Vraiment, waouh. Tu vois la sable et l'eau en même temps. La couleur change aussi. Ouais. Alors, un nomade de notre équipe, il est allé là-bas avec toute conscience. Il s'est agenouillé et il a bu l'eau avec sa bouche directement de cette flaque. Avec toute une gratitude et une valorisation de l'eau. Waouh, ça m'a touché. Énorme. Énorme. Ah, c'est un cadeau. Hein. La vie et l'eau, pour moi, le sujet de l'eau, ça me concerne beaucoup. Ouais. Beaucoup. Nous, en effet, la plupart de l'eau. 70%. C'est l'eau qui porte beaucoup. L'eau, elle porte énergie, elle porte tout. Tu connais, comment s'appelle le japonais qui fait... Emoto, qui fait ses expériments avec l'eau. Quand tu lances par exemple une musique classique sur un verre d'eau et après tu le vois sur le microscope, ou tu lances un bruit très fort, les molécules de l'eau échangent leur forme. Tu trouves ça dans l'islam aussi? En fait, ils prennent des bouteilles d'eau en verre. Je connais pas bien, mais avec le Coran, ils peuvent aussi soigner, enfin, informer l'eau. Par exemple, dans un hôpital, s'il y a des gens malades, ils peuvent t'amener la bouteille qui a cette énergie et qui te soigne. Là, je me joins à tout ça qui est vraiment... Et là, tu vois, ça, c'est des choses que tu vois pas quand tu vois l'islam de dehors. Et bon, on termine tout doucement. Je pense qu'on pourrait discuter encore très longtemps, parce qu'on a plein de points communs aussi. Ouais. C'est quoi ta vision pour la suite, ton parcours au Maroc, le projet? Est-ce que tu as des nouveaux challenges? Comment tu vois les choses? Moi, j'ai eu un temps un peu difficile pendant cet hiver, car en revenant après 2 ans et demi que je n'ai pas passé beaucoup au Maroc à cause de la situation mondiale, je me suis retrouvée avec un Essaouira qui a beaucoup changé. Okay. Essaouira est en train de changer énormément. Ils ont signé des grands projets. Ils ont mis Essaouira comme 3e pilier entre Agadir et Marrakech. Ils sont en train de faire la route double voie vers Agadir, Essaouira-Agadir. La Médina a beaucoup changé, c'est beaucoup vendu à des Européens. Bon, elle est conservée, la Médina, mais elle a beaucoup changé. Alors, il y a beaucoup des restos, cafés et tout qui est devenu bien chic. Alors moi, mon cœur, elle bat pour le Beldi et pour le authentique. Alors ça, c'est un peu des... Je suis triste pour ça, un côté. À l'autre côté, je trouve ça super bien qu'Essaouira aussi, elle évolue. Et avec ça aussi, sa population. Il y avait quelqu'un qui me disait, mais tu penses qu'on a l'envie de vendre des sardines pour 10 ou 20 dirhams encore pour combien des années? Il a raison.
On ne doit pas avoir cette cloche. Non, il faut permettre à la population locale d'avancer. Mais là encore, c'est le même discours. Ouais. Moi, je trouve avancer en gardant la culture et cette authenticité, c'est un bon chemin, au moins pour une partie. Et là, je trouve, avec tous les nouveaux projets que je vois à Essaouira, que c'est un peu en train de homogénéiser dans le Beldi chic, les cafés, les hôtels, ça devient cette boho chic qui est beaucoup à la mode, qui était déjà en année 2018-2019 dans tous les magasins en Angleterre et tout. Par exemple, mes clientes, elles me disent tu as un endroit où je peux prendre un thé encore à la marocaine authentique à Essaouira, parce qu'un café qui est boho chic et moderne, il trouve à Londres, il trouve à Munich, il trouve à Paris. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors là, par exemple, on a eu aussi un café à Essaouira sur la plage qui a récemment changé et renouvelé. Et c'était le seul endroit, notre panoramique à Essaouira, qui était le seul endroit qui était encore très locaux. Et maintenant, ils ont changé et le menu, la carte, les prix, ils sont changés avec tous les autres, pareil comme tous les autres. C'est devenu très cool. J'aime bien les couleurs et tout. Le nouveau style est bien, mais il est plus Beldi. Il est plus différent. Et aussi, certains de ces lieux, ils ciblent une clientèle étrangère ou qui Voilà, a de l'argent. c'est ça. Parce que là, à un moment donné, les locaux, ils ne vont plus. Parce que tu ne payes pas 25 dirhams ou 30 dirhams pour ton jus d'orange. Tu veux un jus d'orange pour 15 dirhams peut-être. Ou tu veux un café à 10 dirhams et pas à 30. Du coup, tu dois aller dans un quartier populaire si tu veux. Voilà, c'est la nouvelle ville, plus et plus la nouvelle ville. Et là, voilà. Alors, Essaouira change beaucoup dans ce sens. Est-ce que je me sens encore bien ici? Ou est-ce qu'il faut que je vais autre part où je trouve plus encore cette authenticité? Et j'ai réfléchi et j'ai travaillé ce sujet pendant plusieurs mois. Et finalement, je suis arrivée à ce point de que, justement, maintenant qu'on va plus à la modernité, plus au loisir dans le tourisme, plus à développer des autres choses, c'est mon rôle de garder cet écotourisme et cette branche d'authenticité. C'est encore plus important maintenant de maintenir ça. Plus que jamais. Voilà, plus que jamais. Et là, j'ai dit, OK, je reste, je fais mon possible. J'ai une responsabilité pour les 2 femmes qui travaillent pour moi. Peut-être que ça donne encore pour plus, je suis sûre, parce que les chiffres cette année, c'est vraiment, le tourisme a beaucoup repris. Ouais. Essaouira est vraiment déclenché sur beaucoup de choses. Les touristes vont venir de plus et plus, et je suis sûre que aussi Essaouira va toujours attirer cette clientèle individuelle qui veut l'écotourisme et encore plus dans le futur. Alors je trouve que ça c'est vraiment un grand futur pour le Maroc, l'écotourisme. Et là, maintenant on est dans ces concours de guides et on espère vraiment qu'on peut avoir des ressources humaines là qui sont bien agréées pour faire tout ce travail, parce que le marché est là pour... on va avoir besoin beaucoup des gens qui travaillent dans ces domaines de l'écotourisme pour répondre à cette demande des touristes. Une demande mondiale, ouais. Une demande mondiale. Tu arrives à communiquer là-dessus, à être visible, tu utilises les réseaux sociaux, comment ça se passe? Bien sûr, je suis dans les réseaux sociaux, je travaille avec Instagram, avec Facebook, j'ai mon page web, je travaille avec des différentes plateformes, je travaille avec les agences de voyage, avec les hôtels sur place, alors c'est un peu tout un mélange. Et je pense pour le futur, peut-être je vais prendre un peu plus le rôle de aussi donner mon expertise, maintenant après 10 ans. Le week-end passé, je participais, j'étais invitée pour un hackathon. Je ne savais pas c'est quoi un hackathon avant. Alors, tu connais le mot hackathon? Non. Alors, ça vient du IT. Et c'est d'établir un projet, coacher tout ça, dans si peu de temps, établir une nouvelle idée de projet et la présenter, de la pitcher
Ok. Alors, c'était les étudiants de management tourisme à Raswa qui ont été les participants et la déléguée de tourisme, elle a donné une présentation. C'est quoi la situation à Essaouira, c'est quoi les projets qu'Essaouira envisage dans le domaine du tourisme. Et moi, j'étais convoquée comme expert de la profession du champ. Et c'était très intéressant. Et j'ai vu que la théorie, elle est là. Les jeunes, ils ont beaucoup de puissance de aller, mais la faire rentrer l'expertise de la pratique, c'est très, très important. Et je voulais bien rentrer un peu aux étudiants quelle richesse on a autour de nous à Essaouira. Parce que aussi là, beaucoup de projets sont des projets avec, par exemple, les voitures électriques, découvrir avec toute cette approche modernité, que c'est bien, mais comment on peut le mettre aussi ensemble et c'est quoi vraiment une richesse, qu'est-ce qu'il cherche aussi un touriste, tu vois? Et là, je suis prête à donner mon expertise aux étudiants, donner aussi mon expertise à la ville d'Essaouira pour pouvoir bien maîtriser cette demande des touristes avec l'offre qu'on a. Je suis prêt à donner mon expertise, à créer des futurs projets et tout ça. Ouais, même d'autres régions du Maroc, tu vois. Aussi, aussi, très volontiers, oui. Ouais, alors, écotourisme pour moi, je tiens au cœur. Merci pour ce moment. On va s'arrêter. Avec grand plaisir. Hein. Je vais mettre tous les liens vers ce que tu fais dans la description. Peut-être une toute dernière question. Ma chaîne, c'est sur les entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer au Maroc, qu'ils soient d'origine marocaine ou peu importe leur origine. C'est quoi les conseils que tu pourrais partager en l'ayant vécu, toi, et en ayant toute cette expérience, justement? Je trouvais que c'était assez facile. Il faut bien être conseillé par un comptable pour mettre une société en place. Un comptable sérieux. Un comptable sérieux, sûr et certain. Prendre un peu en sérieux l'administratif. Et après être avec le monde d'ici. Hein. Parler la langue pour vraiment comprendre, rentrer dans la société marocaine, pas seulement être dans les cercles européens. Pour moi, ça m'apporte et je trouve que pour tout projet, il faut être en contact avec les locaux. Ça, c'est la base. Avec la réalité. Avec la réalité, vraiment se ancrer ici. Peut-être aussi vraiment se prendre des petits coutumes marocaines. Pas avoir peur de se lancer au souk de la Médine et pas aller au Carrefour pour faire ses achats et découvrir la richesse de ne pas manger je sais pas, un fromage importé, sinon tremper le pain dans l'huile d'olive, que ça c'est aussi ses richesses, de se fournir à la locale, hein, dans tous les sens. Ouais. Donc l'état d'esprit. Super positive pour se faire un entrepreneuriat ici, oui, super positive. Mais être vraiment face à face avec les locaux. On est là pour s'intégrer. On est là avec un respect. On est là avec des valeurs. Hein. On est là avec une ouverture à cette culture à expérimenter. Il n'y a pas de hiérarchie. On est là, on est tous des humains et on est tous pareils. Super important pour moi, cet esprit. Super important. La base. Et je pense avec cette base, tout va bien. Les portes vont s'ouvrir. Ouais. Bon, déjà au Maroc. Hein. Ça se fait facilement. Ouais. Tu sais, il y a tellement des portes ouvertes que tu ne peux pas rentrer dans toutes les portes. Alors moi, je l'ai ressenti comme ça. Hein. C'est un grand cadeau. Alors moi, je le ressens encore après 10 ans. Un grand cadeau de pouvoir être ici et être accueilli en tant humain comme on est accueilli ici, avec cet respect et avec cette culture d'Alhamdoulilah. On n'a pas parlé de ça, mais vous avez touché ce sujet avec des autres vidéos, je suis sûre. Moi, j'ai beaucoup appris de cette attitude de gratitude ici, cet esprit de vie très important. C'est un clé. Et si on a ces clés, on est vraiment beaucoup plus rentré dans le bonheur. C'est vrai que chaque jour, chaque matin, c'est un cadeau que la vie nous offre ou Dieu nous offre
de pouvoir le vivre et chaque Ouais. instant. Ouais. Bah, je trouve que tu es un très bon exemple de tout ça, d'intégration et de réussite au Maroc. Tu as bien réussi à devenir marocaine, on pourrait dire, même si tu restes ici. Ouais. Bah, merci pour ce moment. Je pense que les abonnés vont beaucoup aimer. Ouais. Tu as un dernier message pour terminer? Pas de mot de la fin. J'ai le mot de la fin que je vais t'inviter maintenant pour que la Fadna elle nous fait une cérémonie Le de thé. thé et on va pas plus bavarder, sinon on va sentir et faire la vie. Ouais. Hein. C'est vrai que c'est important le thé quand tu vas chez une Ouais, famille. on se pose et on va ressentir et on est là et on va estimer ça. Ok. Ouais. Et Allah. Merci pour tout ça. Ouais, merci à toi. Ouais, un plaisir de partager cette matinée avec toi. Ouais, c'était cool. Cool. Ouais. Bon, Un merhaba pour les autres peut-être, non? Un merhaba Ouais. pour nous joindre sur cette expérience marocaine. Donc si vous passez à Essaouira ou vous préparez de venir à Essaouira, il faut Merhaba! découvrir le vrai Essaouira, Ouais. la culture, les familles marocaines. Ouais. Le bled, la Ouais. campagne. Bon, vous avez la bonne adresse maintenant. Voilà, j'espère que ce long entretien avec Claudia vous aura plu, vous aura peut-être apporté des nouveaux éléments dans votre objectif de vous installer au Maroc. Si vous voulez aller plus loin dans vos démarches d'installation au Maroc, j'ai créé une formation gratuite. Pendant 7 jours, je vous envoie un email par jour avec des conseils pratiques, des choses à ne pas faire, des choses à faire. Si vous voulez réussir votre installation, votre intégration au Maroc, vous retrouvez le lien vers la formation gratuite dans la description de cette vidéo.